Vos cauchemars ne mentent pas, l'origine réelle des monstres. Bonjour explorateurs de l'occulte. Vous êtes-vous déjà demandé au milieu d'un film d'horreur ou en lisant un livre de fantaisie, d'où diable nous tirons ces idées? Des dragons cracheurs de feu, des vampires assoiffés de sang, ne sont-ils que de folles inventions? Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous n'allons pas rester en surface. Nous allons entreprendre une descente, ensemble, à travers 5 niveaux de connaissances sur l'origine des monstres. Je vous promets une chose, quand nous reviendrons à la surface, vous ne verrez plus un dragon, un zombie ou la créature qui se cache sous votre lit, de la même manière. Niveau 1, la surface que nous connaissons tous. Commençons par le plus évident, ce que nous tenons tous pour acquis. Les monstres sont les méchants des histoires. Pensez à un dragon. Qu'est-ce que c'est? Un lézard géant, ailé, qui crache du feu et garde un trésor. C'est l'obstacle ultime que le héros doit surmonter. C'est simple, c'est emblématique, et c'est la base de milliers d'histoires que nous avons entendues depuis que nous sommes enfants. Mais ces créatures ne sont pas seulement dans les livres. Pensez à la dernière fois que vous avez vu un film d'horreur. Cette montée d'adrénaline, le cœur battant la chamade quand le monstre apparaît, et vous adorez ça. C'est curieux, n'est-ce pas? Nous fuyons le danger dans la vraie vie, mais nous payons pour avoir peur dans une salle de cinéma. Les monstres sont un moyen sûr de ressentir des émotions extrêmes. Ce sont des montagnes russes pour notre esprit. Et bien sûr, ce n'est pas nouveau. D'où est venue cette idée d'inventer des êtres pour nous effrayer? Imaginez que vous êtes une personne d'il y a des milliers d'années. Vous n'avez pas la science, ni les satellites météorologiques. Soudain, le ciel s'obscurcit, il y a un terrible grondement et un éclair fend un arbre en deux. Que s'est-il passé? Il est beaucoup plus facile et même plus réconfortant d'imaginer qu'une créature immense et furieuse vit là-haut que d'accepter que le monde est un endroit chaotique et sans explication. Les premiers monstres ont été la réponse au pourquoi d'un monde terrifiant. Enfin, le dernier fait fondamental. Les monstres sont l'incarnation de nos peurs. La peur de l'obscurité, de la mort, de la maladie, de l'inconnu. Un zombie est notre peur de perdre conscience, de devenir une coquille vide. Un vampire est notre peur de la maladie et d'être drainé de notre vie. Mais voici la question qui déclenche tout. S'ils sont un reflet de peur si humaine, pourquoi tant de cultures qui n'ont jamais eu de contact entre elles ont-elles imaginé des monstres si incroyablement similaires? Ce que nous venons de voir est le niveau 1. C'est la pointe de l'iceberg, la version de poche que nous connaissons tous. C'est fascinant, oui, mais ce n'est que l'emballage du cadeau. C'est la peau du monstre, pas son cœur. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel moteur secret le pousse en dessous? Qu'y a-t-il dans notre biologie et notre psychologie qui nous oblige à créer ces êtres? Il est temps de plonger. Bienvenue au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez que nous nous sommes demandé pourquoi tant de cultures ont imaginé des dragons? Voici la première grande révélation. Pendant des siècles, dans des endroits aussi différents que la Chine et l'Europe, les gens trouvaient sur le sol d'énormes, de gigantesques os, des os de créatures que personne n'avait vues vivantes. Qu'étaient-ils? Ils ne savaient rien des dinosaures. Mais ils connaissaient les lézards et les serpents. L'explication la plus logique pour eux était qu'ils appartenaient à une espèce de reptile colossal. Ils venaient de découvrir, sans le savoir, des fossiles de dinosaures, et notre cerveau, automatiquement, leur a donné la forme d'un dragon. Ce processus est régi par une règle invisible de notre cerveau, la pareidolie. C'est un nom technique, mais l'idée est super simple. C'est la raison pour laquelle vous voyez des visages dans les nuages, dans les taches sur le mur ou sur votre toast au petit déjeuner. Votre cerveau est programmé, presque obsédé, par la recherche de motifs et de visages connus partout, même là où il n'y en a pas. Ainsi, lorsque nos ancêtres trouvaient un crâne de T-Rex, leur cerveau ne voyait pas un animal éteint, il voyait le visage d'un monstre. Maintenant, parlons des vampires et relions-les à une erreur de fabrication de notre cerveau appelée biais de confirmation. Ce biais, c'est comme porter des lunettes qui ne vous laissent voir que les choses qui confirment ce que vous croyez déjà. Imaginez que dans votre village, quelqu'un meurt d'une maladie inconnue, comme la tuberculose, qui rend les gens pâles, maigres et qui toussent du sang. Si vous avez déjà le moindre soupçon que quelque chose de surnaturel se passe, votre cerveau, grâce à ce biais, ignorera toutes les explications logiques et ne se concentrera que sur les preuves qui appuient l'idée du vampire, la pâleur, le sang, affaire classée pour un cerveau trompeur. Et cette idée fut renforcée par une histoire fascinante. Autrefois, le processus de décomposition n'était pas bien compris. Parfois, en exhumant un corps pour une raison quelconque, on le trouvait gonflé par les gaz, avec la peau tendue et rosée, et avec un filet de sang, liquide de purge, sur les lèvres. Pour eux, l'image était claire, ce n'était pas un mort normal. Il semblait bien nourri et avait bu du sang. Ils ne voyaient pas de science forensique, ils voyaient la preuve irréfutable qu'un vampire était revenu de la tombe. Et même si cela semble incroyable, créer ces monstres répondait à un besoin humain super important,
le besoin de contrôle. Pensez-y, il est terrifiant de penser qu'une maladie invisible et aléatoire peut emporter votre famille. C'est chaotique, mais si vous pouvez blâmer un vampire, soudain le problème a un visage. Et s'il a un visage, vous pouvez le combattre. Vous pouvez lui mettre de l'ail, un pieu, soudain vous avez un plan. Les monstres nous donnent l'illusion de contrôler un monde que, en réalité, nous ne contrôlons absolument pas. Le dernier mécanisme de ce niveau change complètement l'idée selon laquelle les monstres sont des inventions. Pensez-y plutôt comme des virus, des idées qui se propagent d'esprit à esprit. Les histoires de monstres se livrent concurrence, et seules les plus accrocheuses, celles qui exploitent le mieux nos peurs et nos biais cérébraux, survivent et se propagent à travers les générations. Le Dracula que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le vampire d'il y a 500 ans, c'est la version optimisée, celle qui a gagné la bataille de l'évolution culturelle. Ainsi, en clôturant le niveau 2, nous réalisons quelque chose d'incroyable. Comprendre ces engrenages cachés dans notre esprit ne nous explique pas seulement d'où viennent les monstres, cela nous donne du pouvoir. Le pouvoir de comprendre pourquoi nous croyons à certaines fausses nouvelles, pourquoi nous tombons dans certains pièges mentaux. Comprendre le monstre, c'est commencer à nous comprendre nous-mêmes. Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car c'est ici que l'histoire devient un véritable chaos, où les explications limpides se brisent en 1000 morceaux. Bienvenue au niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité, débat et complexité. Voici la première grande confrontation. D'un côté, il y a ceux qui disent que les monstres sont à 100% le produit de notre esprit, comme nous l'avons vu. Métaphore, biais et peur. D'un autre côté, il y a un camp qui suggère que certaines de ces légendes pourraient être des souvenirs déformés d'événements réels. Les histoires de Yétis ou de Bigfoot pourraient-elles être l'écho d'anciennes rencontres de notre espèce avec d'autres hominidés, comme les Néandertaliens, qui se sont éteints? Le débat est ouvert. Les monstres sont-ils des fantômes de l'esprit ou des fantômes de l'histoire? Maintenant, laissez-moi vous confier un secret. Il existe un mythe très populaire que les monstres sont une affaire d'enfants. Et nous aimons y croire parce que cela nous fait nous sentir adultes, rationnels, au-dessus de ces peurs primitives. Mais c'est un piège. La vérité est que les adultes ont plus que jamais besoin des monstres. Le monstre de Frankenstein n'est pas seulement un géant avec des vices, c'est notre peur de la science sans contrôle. Les zombies ne sont pas seulement des morts vivants, c'est notre anxiété face à la consommation insensée et à l'effondrement de la société. Les monstres grandissent avec nous. Et cela nous mène à un paradoxe incroyable. Nous créons les monstres pour qu'ils soient l'incarnation de tout ce que nous haïssons et craignons. La mort, l'altérité, le mal. Et pourtant, nous les aimons. Nous nous déguisons en eux à Halloween, achetons leurs figurines, dévorons leurs séries. Dracula nous fascine, nous avons pitié du monstre de Frankenstein. Pourquoi sommes-nous si attirés par des créatures qui, en théorie, devraient nous causer la plus profonde répulsion? C'est un dilemme qui nous oblige à regarder des parties très étranges de nous-mêmes. Et ici, nous devons être sérieux un instant. Il y a un côté sombre à tout cela que nous avons tendance à ignorer. Tout au long de l'histoire, l'étiquette de monstre a été l'une des armes les plus puissantes et les plus terribles. Elle a été utilisée pour déshumaniser d'autres peuples, d'autres races, des personnes aux idées différentes. Quand vous appelez quelqu'un monstre, vous vous donnez la permission de le traiter de manière inhumaine. Donc la question est dure mais nécessaire. Notre jeu avec les monstres est-il toujours inoffensif? Même la façon dont nous en débattons a changé. Il y a des siècles, la grande question était « Les dragons existent-ils vraiment? Peut-on en trouver un ?» Aujourd'hui, la question est complètement différente. Que nous dit sur notre société le fait que nous soyons obsédés par les histoires d'apocalypse zombie? Nous ne cherchons plus le monstre dans le monde extérieur, nous le cherchons au sein de notre culture, au sein de notre psyché. Le monstre est toujours un miroir, mais nous savons maintenant qu'il nous reflète nous-mêmes. Au final, tous ces débats et complexités pointent vers un problème fondamental de la condition humaine auquel nous continuons de faire face, notre incapacité à accepter notre propre obscurité. Nous projetons notre rage, notre envie, notre cruauté sur une créature externe, sur un monstre, pour ne pas avoir à admettre que ces qualités vivent aussi en nous. Le monstre est le bouc émissaire de nos propres démons. Le niveau 3 nous laisse avec une vérité inconfortable. La réalité des monstres est désordonnée. Il n'y a pas de réponse unique et correcte. C'est un tourbillon de psychologie, d'histoire, de contradictions morales et de questions qui nous font nous sentir profondément humains et en même temps profondément confus. Très bien, vous avez survécu au chaos. Vous avez vu que la chose est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Il est temps de descendre au niveau 4. Niveau 4, connaissance d'experts, les secrets de niche. Voici quelque chose que vous ne trouverez pas dans une recherche rapide. Les biologistes parlent de niche écologique, le rôle spécifique qu'une espèce occupe dans un écosystème.
Eh bien, les psychologues et mythologues ont découvert que les monstres occupent des niches imaginaires. Le kraken, par exemple, n'est pas juste une pieuvre géante, c'est la créature qui remplit parfaitement la niche de la terreur des profondeurs insondables de l'océan, un espace dans notre carte mentale qui était vide et qui réclamait à grands cris un habitant. Maintenant, un concept scientifique qui explique pourquoi certains monstres modernes sont si perturbants. La vallée de l'étrange, Uncanny Valley. Imaginez que votre cerveau est un videur de boîte de nuit très strict. Il voit un personnage de dessin animé, comme Mickey Mouse, et dit « clairement pas humain ». Passe vers la zone de fantaisie. Il voit une personne réelle et dit « ok, tu es des nôtres, entre ». Mais soudain, arrive un robot hyper réaliste ou un personnage de CGI qui est 99% humain. Les alarmes du videur se déclenchent. Un instant, tu n'es pas d'ici, mais tu y ressembles trop, quelque chose ne va pas du tout. Cette sensation de « quelque chose ne va pas » est la vallée de l'étrange, et c'est la raison pour laquelle des créatures comme Slenderman, avec leurs proportions presque humaines mais étrangement incorrectes, nous mettent si mal à l'aise. Et dans ce voyage, il y a des héros secrets. Je veux vous parler d'Adrienne Mayor. Ce n'est pas un nom célèbre, mais c'est une classiciste et historienne des sciences qui a fait quelque chose de révolutionnaire. Alors que d'autres lisaient les mythes grecs comme de la pure fantaisie, elle a enfilé ses bottes de détective et a commencé à relier les descriptions de griffons, de cyclopes et de géants aux découvertes de fossiles de l'époque. Elle fut parmi les premières à démontrer, avec une rigueur incroyable, que de nombreux monstres de l'Antiquité étaient en réalité les premières tentatives de paléontologie. Maintenant, voulez-vous une théorie vraiment rebelle, de celles qui sont débattues dans les recoins les plus sombres de l'Académie? La conscience bicamérale de Julian Jaynes. L'idée, en bref, est qu'il y a environ 3000 ans, les humains n'avaient pas de voix interne, de conscience comme la nôtre. Au lieu de cela, ils vivaient leurs propres processus mentaux comme des hallucinations auditives, comme si une voix externe leur parlait. Ces voix étaient les dieux, ou, en période de stress ou de peur, les démons et les monstres. Une théorie sauvage qui propose que les premiers monstres n'étaient pas imaginés, mais entendus. Et voici un détail scientifique qui va directement à l'encontre de notre bon sens. Instinctivement, nous pensons que nous devons protéger les enfants de tout ce qui fait peur. Mais plusieurs études en psychologie du développement suggèrent quelque chose de surprenant. Les histoires avec des monstres, à dose contrôlée et dans un environnement sécurisé, peuvent être comme un vaccin contre la peur. Elles aident les enfants à expérimenter et à traiter des émotions comme l'anxiété et la terreur, en leur donnant des outils pour affronter les peurs du monde réel. Parfois, un peu de peur, c'est bien. Et maintenant, le moment Eureka, l'idée qui relie presque tout ce que nous avons vu. Le psychologue Carl Jung a parlé des archétypes. Pensez-y comme un logiciel préinstallé dans le cerveau humain, des schémas universels que nous partageons tous. Il existe l'archétype du héros, de la mère, du sage ancien, et il existe l'archétype de l'ombre. L'ombre est la somme de tout ce que nous réprimons, tout ce que nous ne voulons pas admettre de nous-mêmes. Le monstre est le visage de cet archétype. Cela explique pourquoi des cultures sans contact ont inventé des monstres similaires, le logiciel est le même, et pourquoi nous nous sentons si connectés à eux à un niveau profond. Ce ne sont pas seulement des histoires, ils font partie de notre code source humain. Atteindre ce niveau de détail ne sert pas seulement à accumuler des faits curieux, c'est commencer à voir les schémas profonds qui relient la biologie, l'histoire et l'art. C'est comprendre le langage secret avec lequel l'humanité s'est raconté sa propre histoire pendant des millénaires. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu avec certitude. Nous avons exploré les cartes connues de l'esprit et de l'histoire. Oserez-vous regarder au-delà, vers l'abîme, vers la dernière frontière? Bienvenue au niveau 5. Niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. Quels seront les monstres du futur? À mesure que notre technologie progresse, nos peurs changent. Oubliez les vampires. Imaginez une intelligence artificielle qui devient consciente et nous voit comme une plaie. Imaginez un virus numérique qui n'efface pas vos fichiers, mais vos souvenirs, votre identité, créant un fantôme numérique de qui vous étiez. Nos descendants ne regarderont pas sous le lit, ils regarderont avec panique leurs écrans, craignant les monstres que nous sommes nous-mêmes en train de créer. Et cela nous amène à la question la plus profonde de toutes, une à laquelle personne n'a de réponse. Si les monstres sont une manifestation de nos peurs de l'inconnu, cela signifie-t-il que toute forme de conscience, n'importe où dans l'univers, doit avoir ses propres monstres? Est-il impossible d'être conscient et de ne pas avoir un coin sombre sur sa carte mentale qui dit « Ici habitent des dragons » ou la peur de l'inconnu est-elle une défaillance exclusive de l'esprit humain? Maintenant, préparez-vous à ce que votre cerveau court-circuite. Et si les monstres les plus étranges, ceux que les écrivains d'horreur cosmique comme Lovecraft décrivent comme indescriptibles et géométriquement impossibles, n'étaient pas juste une exagération? Et s'ils étaient la métaphore parfaite de ce qui arriverait à notre esprit s'ils tentaient de comprendre une forme de conscience véritablement alien,
Le monstre ne serait pas la créature elle-même, mais l'erreur 404 que notre cerveau génère en essayant de traiter quelque chose pour lequel il n'a pas le moindre système d'exploitation. Et comprendre tout cela pourrait être la clé de notre avenir en tant qu'espèce. Nous créons constamment des monstres pour simplifier des problèmes complexes. Le changement climatique devient un méchant de film apocalyptique. Le camp politique adverse devient une horde de monstres irrationnels. Si nous n'apprenons pas à reconnaître notre propre instinct de monstériser ce que nous ne comprenons pas, nous ne pourrons jamais résoudre les problèmes réels, car nous serons trop occupés à combattre les ombres que nous avons nous-mêmes projetées sur le mur. Et voici la dernière idée, la plus provocatrice. Peut-être nous sommes-nous trompés tout ce temps. Peut-être les monstres ne sont-ils pas une erreur, ni un vestige primitif, ni une faiblesse. Peut-être sont-ils l'une des adaptations les plus sophistiquées de l'esprit humain. Un gymnase pour l'âme. Un simulateur de vol où nous pouvons pratiquer le courage, l'empathie et la résilience dans un environnement sûr pour être prêts quand nous devrons affronter les vrais monstres de la vie, la perte, l'injustice, la maladie. Peut-être les monstres ne sont-ils pas le poison, mais le vaccin. Notre descente est terminée. Nous avons voyagé de la surface des contes de fées aux profondeurs de la conscience elle-même. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, il est temps de remonter à la surface et de contempler l'incroyable tableau complet. Au début de ce voyage, nous avons dit qu'un monstre, un dragon, était quelque chose de simple, un lézard géant que le héros devait tuer. Et maintenant, nous voyons que ce même dragon peut être un souvenir déformé d'un fossile de dinosaure, traité par un cerveau accro à la recherche de motifs, renforcé par un biais de confirmation, transmis comme un virus mental qui incarne un archétype universel de notre ombre intérieure et qui peut-être sert de terrain d'entraînement essentiel pour notre âme. Nous sommes passés de la vision d'une caricature à l'aperçu d'une des machines les plus complexes et mystérieuses de l'univers, l'esprit humain. Et maintenant, je vous le demande directement. De tout ce voyage, quelle idée, quel niveau, quelle révélation vous a le plus marqué? Y a-t-il un monstre qui vous a toujours fasciné et que vous voyez maintenant sous un autre jour? Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir consacré votre temps à cette profonde descente. Votre curiosité est ce qui rend tout cela utile. Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Et si vous avez aimé ce voyage vers l'inconnu, abonnez-vous, car nous avons beaucoup plus d'abîmes fascinants à explorer ensemble. On se voit à la prochaine.